Bonjour Mesdames, Messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue dimanche 27 août 2023. Jaraaf Stade de Mbour, c'est l'affiche de la finale de Coupe du Sénégal qui se joue tout à l'heure à 17 h au stade de Maître Abdoulaye Wade. Doté du trophée du président de la République Macky Sall, c'est un événement majeur qui nous oriente vers le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Bonjour Maître. Bonjour Omar. Merci de nous beaucoup. recevoir. Merci de nous réserver donc ce temps pour parler de cet événement. Justement, l'édition 2023 revêt un cachet important. Pourquoi la fédération l'a voulu ainsi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, nous pouvons dire que c'est une année exceptionnelle pour le football sénégalais, à tout point de vue, au niveau du rayonnement au plan continental et mondial. On a vu que depuis janvier 2022, beaucoup de choses ont changé, avec beaucoup de trophées qui ont été remportés par le football sénégalais, mais aussi 2 Coupes du Monde de suite, ce qui est une première. Mais il faut le dire aussi, des performances au niveau local qui permettent de dire que le bond en avant qui a été si longtemps attendu par le football sénégalais est arrivé. Et donc, c'est pour nous aussi l'occasion de célébrer tout cela. La finale de la Coupe du Sénégal, c'est la plus grande compétition au niveau local. Il était important qu'on puisse profiter de cette occasion pour communier avec l'ensemble des Sénégalais, communier avec les acteurs du football, mais aussi en profiter pour rendre hommage à certaines personnalités qui ont marqué l'histoire du football, mais aussi rendre hommage au chef de l'État, le président Macky Sall, qui nous a accompagnés depuis une dizaine d'années, et ce qui a abouti à ces résultats que nous voyons. Et nous venons de sortir d'une assemblée générale où vraiment nous avons pu montrer les avancées notables du football, non pas seulement au plan sportif, mais dans d'autres domaines, sur le plan financier, sur le plan organisationnel. Il est très important aujourd'hui, avec aussi l'avènement de cette finale au stade de Maître Abdoulaye Wade. Moi, je ne me gêne pas pour le dire, le plus beau stade d'Afrique actuellement. Oui. Ça permet de renouer avec les finales d'antan, où au stade Demba Diop, on avait des milliers de fans qui se rendaient au stade pour suivre ces belles finales. Et l'affiche aussi vaut le déplacement, parce qu'on sait aujourd'hui que Jaraaf, Stade de Mbour, c'est des clubs historiques, traditionnels, qui mobilisent. Et donc, ce sera une très belle fête et on convie tout le monde à venir communier avec le football dans ce bijou qu'est le stade d'Abdoulaye Wade. Vous avez souhaité la présence du chef de l'État. On ne sait pas si son agenda lui permettra d'être au stade de cet après-midi, mais l'acte déjà que vous avez posé est à la mesure de la politique sportive, vous l'avez dit, qu'il a menée, particulièrement dans le domaine du football. Bien entendu, hein, donc, et comme vous le dites, aujourd'hui, on sait que l'agenda du président est très, très, très chargé, mais nous avons estimé que c'était notre devoir de le convier à venir présider sa finale, qui plus est quand nous avons une opportunité pour que l'ensemble de la famille du football puisse lui rendre hommage et lui dire un grand merci. Je dirais même toute la communauté nationale, parce que je pense aujourd'hui qu'il le mérite. Je suis un témoin privilégié des changements notoires qu'il y a eu dans le football avec son avènement à la magistrature suprême. Il nous a épaulés, il nous a donné cette force, cette confiance, cette crédibilité, mais surtout il a mis d'énormes moyens à travers déjà ce stade, comme on vous le dit, offrir à sa jeunesse une telle infrastructure et un geste fort, généreux pour un chef de l'État, mais aussi un geste futuriste. Aujourd'hui, penser à sa jeunesse, créer des infrastructures qui nous permettent de nous mettre au diapason de ce qui se fait de mieux dans le monde, c'est déjà un acte généreux. Mais à côté de cela, je peux vous le dire sans sourciller, s'il n'avait pas été à notre écoute, on n'aurait pas remporté cette première CAN. Et derrière, on n'aurait pas enchaîné pour gagner 4 trophées, ce qui fait quelque chose d'inédit dans l'histoire du football, pas seulement africain, mais mondial. En une année, un pays qui remporte 5 trophées continentaux, il fallait le faire. Et il faut simplement faire le parallèle avec ce qui s'est passé auparavant, de 1960 à maintenant. Le Sénégal n'avait pas pu engranger dans sa vitrine à trophées un seul trophée. Donc, ne serait-ce que pour ça, nous avons l'obligation de lui rendre hommage.
S'il est là, nous lui rendrons hommage. S'il n'est pas là, nous lui rendrons hommage. L'acte est Mais déjà nous avons fort, le devoir de le convier en sachant que l'agenda national prime sur l'agenda sportif, mais notre devoir, c'est de lui rendre hommage et on le fera avec l'ensemble des acteurs du football, mais aussi l'ensemble de ceux qui aiment le football et qui aiment leur pays. Parce que moi, en tout cas, en tant que président de fédération, quand nous avons commencé à gagner, j'ai compris à quel point il était important pour tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient, que ce trophée rentre dans ce pays-là. Et en ce moment-là, rendre hommage aussi au chef d'État, c'est rendre hommage aussi aux 17 millions de Sénégalais qui nous ont soutenus. Et donc, c'est ça le sens de cet appel que nous avons fait au président, tout en sachant que, comme on l'a fait dans les années précédentes, il n'est pas évident, dans le contexte de son agenda international et national très chargé, qu'il puisse toujours se libérer. Mais en tout cas, ça nous aurait fait plaisir. Je pense que ça aurait fait plaisir à beaucoup de Sénégalais, à l'ensemble des Sénégalais, qu'ils viennent, parce qu'on sait aussi que depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années, nous n'avons pas eu cette chance d'avoir un chef d'État à la finale de la Coupe du Sénégal. Tout à l'heure, vous disiez que pendant les 10 dernières années, son accompagnement a été décisif pour la réussite du football. Qu'est-ce que cela fait pour les fédéraux que vous êtes d'avoir un chef d'État qui croit à ce que vous faites? Je pense que ça a eu un effet dopant, hein, carrément, parce que je pense que quand nous arrivions en 2009, on était sorti d'une crise très difficile. Il y avait beaucoup de difficultés, d'abord pour fédérer tout le monde. Il y avait aussi des difficultés pour mobiliser des moyens, parce qu'on peut comprendre que dans la perception de beaucoup de dirigeants politiques ou de dirigeants d'État, le football, le sport ne soit pas une priorité. Et lui, quand il est arrivé, je me souviens, quand il faisait sa campagne en 2012, il avait annoncé qu'il va accompagner plus que quiconque le sport. Et les gens parlaient de pourcentage. Ce n'est pas un élément chiffré qu'il fallait comprendre ça, mais c'est un appui multiforme. Et le chef de l'État, il l'a fait jusqu'au bout. Je vous rappelle que quand il est arrivé, juste après, on a eu la fameuse crise terrible après l'élimination de la Côte d'Ivoire, où notre fédération a vacillé. Et c'est grâce à lui que nous avons été maintenus. Mais il ne s'est pas contenté de dire « laissez-les continuer à travailler ». Mais il est venu à nos côtés, il nous a accompagnés, il nous a écoutés en nous disant « qu'est-ce qu'il faut ?» Et on lui a dit qu'il nous fallait du temps, il nous a donné du temps, qu'il nous fallait des moyens supplémentaires. Parce qu'à ce moment, beaucoup de gens voulaient que l'équipe parte. Exactement, exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc le premier acte fort, c'est d'avoir pris cette décision. Je pense qu'un chef d'État, un dirigeant, au-delà de la clameur publique, doit pouvoir prendre des décisions fortes. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Quelques années plus tard, et comme j'ai dit, en s'engageant de cette sorte-là, il aurait pu dire, après je les laisse se débrouiller. Il a dit non, je vais être à votre côté parce que j'ai envie, sous mon mandat, d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais, du sport sénégalais. Et il nous a accompagnés. Il nous demandait tout le temps ce qu'il fallait. Il est allé même jusqu'à aller au contact des joueurs pour leur parler, parce qu'il savait qu'il y avait aussi une dimension mentale, une dimension psychologique. Et on a vu comment il a harangué avant cette dernière CAN que nous avons gagnée, les Lions, et comment il a interpellé directement notre maître à jouer Sadio Mané en lui disant « Sadio, coupe bi la ñu bëgg », etc. Donc tout ça, c'était tellement fort. Mais à côté de cela, tous les aspects liés à l'environnement de l'équipe, la vraie révolution autour de l'équipe, c'est ça. Mais ce changement de paradigme autour de l'environnement de l'équipe, il fallait des moyens colossaux. C'était des déplacements à faire. Aujourd'hui, toutes nos autres fédérations sœurs nous envient le fait que quand nous devons jouer à l'extérieur, nous partons dans un avion, battant pavillon sénégalais, pris en charge par l'État sénégalais, sur les questions de primes, sur les questions de logistique, les hôtels et tout. Vous n'avez plus entendu parler de crise parce que le président, chaque fois qu'on l'a dit, le haut niveau demande des moyens plus importants que ce qui a été fait jusque-là. Si nous voulons gagner, il faut passer par là. Et il nous a suivis. Et c'est ça qui a créé le déclic. Et après ce premier trophée, on s'est rendu compte que son travail ne consistait pas seulement à faire émerger seulement l'équipe A, mais il a suivi les autres équipes. Vous avez vu, Omar, comment il les a accompagnés à chaque étape, comment il a parlé. Des fois, il nous arrivait dans les vestiaires, même pour les cadettes ou U20, de prendre son téléphone et de nous parler directement. Et ça touche les jeunes. Absolument. Et c'est un fort appui mental qu'il a apporté. Et donc tout ça, je pense que c'est le moment de lui dire merci et surtout d'essayer de
consolider cela pour la suite, parce qu'aujourd'hui, nous n'en sommes qu'au début, on l'espère. Exactement. Maintenant, il y a une chose que les observateurs ont remarqué. Évidemment, il y a l'équipe nationale de football performe, mais dans le même temps aussi, le championnat n'est pas à la mesure des retombées qu'on a au niveau de l'équipe nationale. Certainement, c'est un défi. Et là aussi, je le rappelle, le président de la République, quand il vous recevait, avait demandé un plan de travail ou une stratégie sur laquelle il pouvait vous accompagner aussi. Parce qu'on parle du football local, des équipes comme le Jaraaf, comme le Stade de Mbour, qui jouent en finale aujourd'hui. On doit aussi les voir à un niveau important. Oui, le football, en fait, repose sur deux pieds. Il y a le niveau international et le niveau local. Dans certains pays, c'est le championnat national qui a boosté un peu les équipes nationales. Quand on prend l'exemple de l'Égypte, pendant très longtemps et jusqu'à présent, la base de l'équipe, elle se trouve au niveau local parce que les championnats sont forts, les équipes ont des moyens. Donc les joueurs, pratiquement, n'ont pas besoin, à part quelques exceptions comme Mohamed Salah, de sortir. C'est ce qui fait qu'il y a une sorte d'osmose et une équipe très forte avec beaucoup de culture, je dirais, des valeurs nationales. Et c'est que ça fait une force. Nous, ce n'est pas notre cas, on le sait, nous sommes un pays émetteur de footballeurs. Parce que tous nos joueurs partent. De sorte que c'est ça qui explique quelque part que nos équipes ne sont pas fortes. Mais à côté de ça, il fallait mettre, depuis 2009, une politique de développement de notre football local qui passe par, bien entendu, le développement du football professionnel. Et peut-être qu'à ce niveau-là, ça n'a pas pu se faire. Et c'est l'occasion aujourd'hui de profiter de l'envol du football international avec nos équipes nationales qui brillent pour booster le football local. Et c'est dans le cadre de la réception que le président nous avait offert au retour du CHAN, que moi-même, en m'exprimant, je lui avais dit, Président, vous avez tout fait pour nous, mais si vous nous aidez au niveau local, je pense que pendant des dizaines d'années, personne ne nous battra, parce que le potentiel est là, l'organisation est là. Il avait demandé un plan pour ça. Oui, ce qui reste, c'est les moyens. Et lui-même, en réponse, il avait demandé qu'on mette en place un programme et il nous avait mis en rapport avec le ministère de tutelle. Donc, nous, on est prêts et peut-être qu'il faudrait, dans la mise en œuvre, qu'on ait le retour de la tutelle qui nous convie à une rencontre, qu'on lui présente notre projet. Nous l'avons, nous en discutons entre nous. Pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours, j'en parlais avec le président de l'équipe de Génération Foot et on disait qu'il nous faut un programme spécial de 5 ans où l'État apporterait son appui au football professionnel, mais aussi au football amateur, en mettant en place un plan et un fonds destiné à la relance du football local. Aujourd'hui, il faut injecter des fonds dans le football professionnel à travers les clubs, mais aussi il faut injecter dans le football amateur à travers la fédération pour qu'on puisse maintenir le maillage du football. Le football se joue partout, dans toutes les catégories. Il reste juste les moyens nécessaires pour continuer à perpétuer cela. Au niveau du football professionnel, nos joueurs partent très vite. Génération Foot, qui est championne du Sénégal, a transféré une vingtaine de joueurs, 22 à 24 en une saison, cette saison. Et pourtant, elle est là, elle est en Afrique. C'est difficile, après avoir perdu 2 fois 11 joueurs, donc de pouvoir briller après, immédiatement en Afrique. Parce qu'elles n'ont pas, ces équipes, les moyens de garder ces joueurs-là. En fait, la seule ressource financière qu'elles ont, ces équipes-là, c'est de pouvoir céder ces joueurs sur le marché international, faire des rentrées immédiates d'argent pour pouvoir aller détecter d'autres joueurs et les amener. Et certainement aussi, quand il y a des reventes en Europe pendant la carrière du joueur, il y a d'autres fonds qu'on reçoit dans le cadre de la contribution de solidarité des joueurs qui sont transférés et aussi les indemnités de formation qui permettent à nos clubs de vivre. Mais c'est insuffisant. Le tissu sponsoring n'est pas en place. Il n'y a pas d'injection de fonds venant d'un programme de l'État. Et on le sait, moi je prends toujours l'exemple du Maroc qui aujourd'hui, parce que nous sommes aujourd'hui les 2 pays qui sont les places fortes du football africain. Mais les moyens sont totalement démesurés. Le Maroc, l'Égypte. Le Maroc, l'Égypte. Mais au niveau des équipes nationales, l'Égypte est un peu en retrait dans toutes les catégories. Le Maroc est en train d'émerger. Et je pense que c'est entre nous que ça se joue. Mais les moyens que le roi a injectés dans le championnat et aussi en infrastructure, nous n'avons pas encore le pendant. C'est pour ça que ce programme-là pourrait permettre de booster. Et j'insiste aussi sur l'aspect, je dirais, économique et social d'un tel programme. Parce qu'aujourd'hui,
bon an, mal an, même si on n'est pas un football riche, nous créons quand même à peu près aux alentours de 3 000 à 5 000 emplois. Dans chaque club, il y a à peu près 75 à 100, parce que quand on va à Génération Foot ou à Djamba, c'est 100, 150 personnes qui travaillent dans la structure. C'est des joueurs qui sont payés. C'est des salaires moyens qui tournent autour de 150 000 francs. Mais quand on le rapporte au SMIC sénégalais, on se rend compte que quand même, ces jeunes-là, ça leur permet de régler des problèmes mais pour un pays de football comme le Sénégal, on peut faire mieux. Mais nous, c'est ce que nous demandons. Mais autant l'État aide à booster certains secteurs de l'économie, autant nous nous réclamons comme un secteur économique fort, parce que quand, allez voir dans quel secteur on crée 5 000 emplois. Et autant nous pensons qu'en mettant de l'argent dans ce football professionnel, dans le football amateur aussi, qui investit beaucoup, on pourra non seulement stabiliser nos jeunes qui vont rester, on va créer des emplois, on va aider des familles. Absolument. Et donc, c'est une sorte de cercle vertueux qui va permettre aujourd'hui de fixer nos joueurs. Donc, nos clubs seront très forts et on pourra bientôt gagner en Coupe d'Afrique interclub, parce que c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Le CHAN montre que malgré tout ce qui se dit, notre football local n'est pas faible. Notre équipe de CHAN qui a gagné dernièrement cette compétition, qui est dédiée aux équipes nationales locales, a été constituée en 3 semaines. Parce que ceux qui avaient joué les matchs éliminatoires, comme Bouli Junior Sambou, ou Malay Diagne qui était à Djamba, ils sont partis avant le tournoi. On a dû aller puiser chez les U20 et en complément avec d'autres joueurs du championnat et on a gagné. Donc ça veut dire que notre championnat n'est pas aussi faible que ça. Oui. Le problème, c'est juste comment l'articuler au niveau international pour que nos joueurs puissent rester quelques années supplémentaires, nous permettre de gagner en Coupe d'Afrique des clubs, Ligue des champions ou Coupe CAF avant de partir. Mais ça, il n'y a pas de secret. Le joueur qui va jouer au Maroc, en Tunisie, pour 300 000 francs, 400 000 francs, s'il était sûr de recevoir 400 000 ou 500 000, il peut l'avoir il ne partirait pas. Ça, mais aussi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est les dirigeants de clubs qui supportent cela. Ces salaires dont je parle. Et justement. Aujourd'hui, je vous prends l'exemple de mon équipe. Personne ne m'aide. C'est le président, généralement, qui supporte toutes les charges. Et la moyenne de budget, et moi, je suis un club, je dirais, aujourd'hui, à de nos jours, moyen, parce que c'est l'exemple que je peux prendre, dans le championnat d'élite en L1. Mais la moyenne du budget, ça tourne autour de 100 à 150 millions. S'il n'y a pas d'aide, presque à ma charge, à part les subventions qu'on reçoit de la fédération, de temps en temps des aides ponctuelles, on est obligé de se débrouiller. Donc aujourd'hui, il faut que ça change parce que très souvent, quand le président se retire ou le président a des difficultés financières ou il a changé d'option, le club il sombre après. Parce qu'on ne repose pas sur un socle solide. D'accord. Maintenant, vous avez expliqué comment un chef d'État comme le président Macky Sall a cru au football, a permis aux fédéraux que vous êtes de performer aussi bien dans l'équipe nationale que justement dans l'accompagnement des autres clubs. Mais il y a quelque chose qui revient, par exemple, à la fédération en termes de stratégie pour rendre ce championnat-là attractif. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a un président de la République qui croit à ce que vous faites. Je me souviens, moi, jeune supporter de la Linguère de Saint-Louis à l'époque, je voyais par exemple des institutions comme l'Assemblée nationale être conviées à travers le tournoi du Parlement. On se souvient tous des clubs, la SCIB de Diourbel, l'AS Douane, le port autonome de Dakar. Je veux dire, il y a une sorte de stratégie peut-être à mettre en œuvre pour permettre à ceux qui peuvent contribuer au développement du football local de le faire. Oui, vous savez, nous avons une organisation où nous avons mis en place une ligue professionnelle qui est autonome financièrement et en termes de démarche marketing aussi. Mais la réalité aussi, c'est que l'effet de mobilisation justement de ces entreprises, de ces annonceurs, a besoin du support de l'État, soit par un dispositif fiscal incitatif, soit par aussi des dispositifs qui sont des dispositifs réglementaires. En Côte d'Ivoire, l'État a décidé que ce serait le secteur de la vente de certains produits comme les alcools, la cigarette, qui va financer le football professionnel, ce qui fait que leurs clubs reçoivent une subvention directe de l'État d'un montant assez conséquent.
Nous, on n'a pas ça. C'est la fédération qui subventionne. C'est la fédération qui est aujourd'hui le bailleur de fonds de la Ligue professionnelle. C'est-à-dire c'est nous qui payons les salaires des employés de la Ligue professionnelle, c'est nous qui payons les arbitres qui officient en Ligue professionnelle, etc. C'est la fédération qui le fait. À côté de cela aussi, il faut savoir que le chef de l'État fait beaucoup. Nous avons compris qu'il nous aide et on a décidé, sur les retombées de nos prize money dans les grandes compétitions, de réinjecter de l'argent dans les infrastructures. Oui. Parce qu'aujourd'hui, souvent j'ai des échanges avec certains présidents de clubs, je leur dis, je préfère investir pour que vous ayez un terrain synthétique ou un terrain gazonné pour pouvoir jouer, plutôt que de vous donner de l'argent que vous dépenserez et on n'aura même plus de terrain pour jouer. Ce qui fait que entre le stade de Lat Dior, le stade Maniang Soumaré, le stade de Kédougou, qui est en cours de construction avec un gazon synthétique, le stade de Sédhiou, que nous réalisons actuellement et qui est au stade de l'appel d'offres, parce que le président... Et le stade d'Embo Diop, dont les chantiers sont en cours, c'est de l'argent de la fédération. Donc nous mettons beaucoup d'argent aussi, mais ce n'est pas suffisant, parce que quand le président Macky Sall est arrivé, le chantier était vaste. Oui. Et je pense que dans cette perspective-là, c'est pour ça que les autorités ont pensé à lancer cette candidature à la CAN qui va nous permettre de gagner du temps pour pouvoir arriver à construire ces infrastructures-là. En fait, la réalité, c'est qu'il est arrivé devant un désert où il faut tout combler. Nous aussi, à la Fédération, nous avons progressivement acquis des moyens. Pour la première fois, et c'est historique, les gens ne font pas attention, à l'Assemblée générale, on a parlé d'un budget de 16 milliards. Alors que généralement, c'est à peine si on dépassait le milliard par exercice. Donc, il y a des avancées notables, mais après, il faut qu'on rationalise les dépenses parce que nous n'en avons pas assez. 16 milliards, ça peut être beaucoup, mais c'est peut-être plus du double qui nous aurait permis de pouvoir injecter de l'argent dans la construction des stades, mais aussi d'accompagner le football professionnel, les clubs. Après, nous travaillons avec la Ligue professionnelle pour faire en sorte d'être attractifs vis-à-vis des sociétés nationales, leur montrer qu'à travers le football, ils ont un produit qui leur permet d'avoir de la visibilité. Ça pose aussi d'autres aspects qu'il nous faut maîtriser. C'est les aspects de convivialité dans nos stades, la violence qu'il faut bannir de nos stades, etc. etc. Et donc, c'est pour ça que je dis que le chantier est vaste. Et nous sommes prêts à l'affronter, mais nous avons besoin du support, plus que du chef de l'État, mais l'ensemble de l'État. Parce que le chef de l'État a fait tout ce qu'il a à faire. Nous avons besoin aujourd'hui que l'ensemble du gouvernement accompagne. Et de toutes les institutions. Parce qu'il y a les aspects sécuritaires et de toutes les institutions, comme vous avez dit, l'Assemblée nationale. À un moment donné, il y avait le trophée de l'Assemblée nationale qui lançait la saison. Mais au fil du temps, je dois l'avouer, après ça s'était banalisé, ça n'apportait plus une valeur ajoutée. Et dans notre démarche, nous avons pensé qu'il fallait finalement ce soit à cela. Mais si effectivement les autorités nous sollicitent pour ça, nous sommes prêts à relancer parce que nous pensons que c'est dans la conjonction de tous les efforts, comme on l'a fait d'ailleurs avec nos équipes nationales autour du Manko Woutindamli, que nous pourrons aussi gagner cette bataille du développement de notre football local. Le potentiel est là. L'organisation est maintenant là, bien huilée. La Ligue professionnelle, même si elle n'a pas de moyens, essaie de se battre pour progresser. Le football amateur aujourd'hui, à travers la LFA, la Ligue de football amateur, a maillé le Sénégal. On joue partout, en football féminin, en football des jeunes, dans toutes les catégories. Et même, nous sommes en train de lancer le futsal. Le Bissoko est en train de jouer son championnat. Et vous verrez, dans toute l'Afrique, peu de pays peuvent se targuer d'avoir autant de clubs que nous, à peu près 400, et que tout le monde compétisse. Et ça, c'est important. Et c'est ça, aujourd'hui, qui nous permet d'ailleurs d'avoir un vivier presque intarissable, parce que chaque fois, on est en mesure, avec ces compétitions, de détecter de nouveaux jeunes qui vont remplacer ceux qui partent. D'accord. Donc, finalement, à la faveur de cette finale, Jaraaf Stade de Mbour, on peut dire que le football local peut repartir sur de bonnes bases? Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, tous les signaux sont au vert pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Nous venons d'ailleurs, en tant que comité exécutif, de prendre un certain nombre de mesures pour pallier à certains manquements, les violences, le fait de jouer aussi dans des stades qui ne sont pas aux normes, parce que quand un annonceur cherche une visibilité, on ne peut pas l'amener dans n'importe quel stade, de mauvaise pelouse. Il faut qu'on accepte aujourd'hui de faire les efforts nous-mêmes en tant qu'acteurs et dirigeants du football pour pouvoir attirer les autres qui sont de l'extérieur. Il y a un aspect que nous n'avons pas évoqué, donc Omar, mais qui vous concerne vous en tant que média, c'est l'aspect droit télé. Il n'y a aucun
sport au niveau mondial, aucun championnat de football au niveau mondial qui s'est développé sans les droits télé. Et aujourd'hui, je ne sais pas, on ne peut pas aller chercher des grandes chaînes de télé à l'extérieur pour cela. Nous devons travailler avec le tissu audiovisuel qui existe ici. Et c'est le moment de lancer un appel d'abord à vous en tant que télévision d'État. Nous sommes souvent, tout le temps en la partenariat. collaboration Elle est là, est parfaite. mais il faut qu'on la renforce. Il faut qu'on l'oriente aussi vers le football local pour qu'il y ait plus de visibilité, que nos matchs sortent, que justement les annonceurs se rendent compte qu'ils ont un plateau d'exposition pour pouvoir venir aujourd'hui aux côtés du football local sénégalais et à co-développer, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Il y a un élément, un facteur que vous avez soulevé, la violence. En évaluant le bilan, on sent un peu les effets de cette violence-là, parce qu'il y en a eu beaucoup. Quel est le problème? Est-ce que c'est la fédération qui ne prend pas des sanctions qu'il faut ou quoi? Quel est le problème? Pourquoi je pense que c'est un tout. Hein. Je pense que c'est un tout. Je ne veux pas vous étonner pour dire que de nos jours, quand même, la violence n'est pas seulement dans les stades. Bien sûr. Elle se développe un peu partout dans notre société. Il y a donc un problème qui dépasse le football. Mais à notre niveau, c'est à nous de travailler, ça je le reconnais, c'est à nous de travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire de ces stades-là un havre de paix, des espaces de convivialité où les gens viennent partager quelque chose, leur passion du football. Et c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités pour que chaque fois que des personnes ou des groupes de personnes, ou même des clubs, ne sont pas en adéquation avec cette vision que nous avons du football, qui est à la base quelque chose qui doit rapprocher les gens, les principes de sportivité, de fair play doivent être respectés par tout le monde, qu'on n'hésite pas à sanctionner en fermant des stades, en jouant au huis clos. Et moi, c'est ma posture, je l'assume ici, et je dis que nos juridictions, nos instances doivent être plus courageuses dans la prise de décision. Parce que si on ne sanctionne pas, on ne pourra pas changer la donne. Si on n'exclut pas ceux qui viennent semer le trouble dans les stades, qui prennent les stades comme des lieux d'exutoire de certaines tendances violentes, nous ne pourrons pas régler le problème, nous ne pourrons pas développer le football. Et c'est notre responsabilité. Et on va se battre avec l'appui, bien entendu, des autorités. On a eu quelques matchs, même la demi-finale de Coupe du Sénégal, Jaraaf-Guédiawaye, où quand même, on a pris des décisions fortes. Et ça va continuer. On a dit certains stades, on n'y jouera plus parce qu'elles ne remplissent pas les critères de sécurité. Nous ne voulons plus venir au stade et voir quand même dans le public des blessés, des joueurs blessés, ou même des fois des arbitres qui sont agressés. Parce qu'aussi, nous, en tant que dirigeants, on doit vraiment mettre en avant la pédagogie de l'exemple, c'est-à-dire accepter de perdre quand on a perdu et quand on gagne, respecter l'adversaire. Et souvent aussi, ça fait défaut. Il y a beaucoup de chauvinisme de clubs qui poussent les supporters à réagir de cette manière-là. Et ça, je peux vous promettre qu'en tout cas, en tant que fédération, avec la Ligue professionnelle, la Ligue amateur, les ligues régionales, on va se battre dès l'année prochaine, dès la saison prochaine, avec des mesures radicales pour changer la donne. Absolument, il le faut. En termes de perspective, on a évoqué l'aspect national, mais pour l'équipe nationale de football, la prochaine sortie, c'est, je pense, contre le Rwanda. Là aussi, il y a quelques soucis. On parle évidemment de la programmation qui ne serait pas définie de façon assez claire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, d'abord, il faut dire que sur cette question-là, elle n'est pas définie parce que la balle est dans le camp de la CAF. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après le tirage des éliminatoires, la fédération rwandaise nous avait saisi à l'époque. C'est d'ailleurs une autre équipe fédérale donc, qui est partie et qui a été remplacée récemment par une autre équipe, un nouveau président. Nous avait saisi parce que leur stade à Kigali est en chantier. Et ils étaient en train de réhabiliter un nouveau stade qui se trouve à 3 heures de route de Kigali, à Ouyé. Ce stade n'était pas prêt également. Et nous ont saisi en disant, est-ce que nous qui devons vous recevoir pour la deuxième journée, on peut venir jouer à Dakar, de sorte que si notre stade est prêt, nous, on puisse vous accueillir là-bas pour la manche retour. Donc, à l'époque, notre secrétaire général avait répondu en disant, en marquant un accord de principe, sur cette situation-là. Parce qu'on disait aussi que compte tenu de nos relations, il n'était pas gênant et que peut-être que ça pouvait être un match important et pour ne pas les handicaper, qu'on puisse
jouer là-bas si c'était nécessaire, se déplacer. Mais il se trouve que, d'abord, c'est un accord de principe, ce n'était pas un engagement contractuel parce que nous n'avions, nous, aucun avantage particulier, aucune contrepartie qu'on recevait. Donc, on voulait juste aider. Entre-temps, parce qu'on se disait que peut-être qu'ils seraient en position de se qualifier, ils sont éliminés depuis 2 journées. Nous, on est qualifiés depuis 2 journées. Entre-temps aussi, la CAF a changé en fait, le calendrier des dates en disant qu'en septembre, il y aura un match d'éliminatoire plus un match amical. Nous avons conclu un match amical contre l'Algérie que nous jouons ici le 12. L'autre match est programmé pour le 9. À partir de ce moment-là, nous avons pensé qu'il n'y avait plus d'intérêt à se déplacer. Si c'était à Kigali et qu'on prenne l'avion, qu'on a à se déplacer pour faire 10 heures de vol ou plus, 11 heures de vol, 12 heures, arriver là-bas, devoir mettre nos joueurs qui ont déjà une charge énorme de compétition sur la route, dans des bus que nous ne maîtriserons pas, sur une route qui n'est pas bonne, faire 3 heures de route pour aller à Oué, où aujourd'hui la CAF nous dit que non, le terrain a été homologué, mais pour jouer, ce n'est pas seulement des terrains, c'est aussi des réceptifs. Nous, notre équipe a aujourd'hui un standing. Oui. Nous avons des joueurs de classe mondiale. On ne peut pas les mettre dans n'importe quel hôtel. Il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Oui, mais sauf que vous aviez donné quand même un accord de principe. Oui. Un accord de principe. Oui. Un accord de principe ne veut pas dire un engagement contraignant. Je suis désolé. La donne a changé. Si c'était pour les aider à préserver les chances de qualification, je comprendrais. S'ils prennent déjà les dispositions pour ça? Aucune disposition n'a été prise. Aujourd'hui, les problèmes que les fédérations africaines ont avec les clubs européens passent par ces questions-là. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, une équipe qui investit sur Sadio Mané autant d'argent, je ne peux pas lui expliquer non, accord de principe, etc. Je vais prendre le joueur, je vais l'amener d'Arabie Saoudite. Il va faire 15 heures de vol. Il vient ici, il fait après 12 heures de vol. Il fait 3 heures de route. Oui. Aller-retour. Ça vous fait 40 heures de vol. Attention, parce que c'est très sérieux. C'est nous qui posons des problèmes souvent en tant que fédération à nos joueurs et aux clubs européens ou aux clubs employeurs des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, chacun doit faire des concessions. Moi, je ne peux pas expliquer à Sadio Mané, à Khalid, pourquoi ils vont faire tout ce trajet pour un match qui compte pour du beurre. D'accord. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est ça la réalité. Si, comme je disais tout à l'heure, les prises de responsabilité ne sont pas faites, comme je le dis tout de suite pour la fédération quand je parle de la violence, si la CAF ne prend pas des positions claires, on dit qu'on veut faire avancer le football. Arrêtons le sentimentalisme africain, c'est comme ça que je le dis. Prenons les bonnes décisions. Mais la CAF va trancher sur quelle base? Mais il y a un aspect réglementaire. Les textes ne prévoient même pas cette possibilité-là. Le règlement de la compétition de la CAN prévoit uniquement la possibilité, en cas d'accord entre 2 équipes, que les 2 matchs se jouent dans un même pays. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Le cas de figure qui se pose aujourd'hui n'est même pas prévu, même si on avait donné un accord de principe. Et que derrière, il y a une autre lettre qui est revenue sur cela, pour dire non, 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 nous ne voulons pas de réciprocité, nous on va vous accueillir, vous ne pouvez pas organiser parce que le temps est court, on va organiser pour vous en prenant le risque même, s'il n'y a pas de public, d'avoir des déficits. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui est disposé à vous aider, après vous allez lui mettre le couteau sur la gorge pour lui dire non, 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 vous allez quand même venir parce que vous étiez engagé. Il peut dire aussi que bon, vous aviez accepté. Mais bon, oui, mais moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça c'est, je vais le dire comme ça va choquer, c'est de l'africanisme. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Et quelle est la place qu'on donne à nos joueurs qui sont l'élément central? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, ouais, non, on avait dit, ou parce que ça plairait bien au public rwandais de voir Sadio Mané. Je vais les mettre dans l'avion, aller jouer un match et revenir ici, mettre 40 heures dans les avions, mettre 6 heures dans des routes cabossées pour aller dans une localité pour jouer là-bas et venir ici jouer contre l'une des meilleures équipes africaines, contre l'Algérie chez nous, et nous faire taper. Et c'est vous qui serez les premiers à nous dire que nous ne devions pas le faire. Finalement, la CAF va trancher. Maintenant, la CAF va trancher. Ce n'est pas ce qu'ils vont trancher. Et nous aviserons. D'accord. En tout cas, moi, à mon avis, si les entraîneurs me suivent, je ne déplacerai pas mon équipe là-bas. D'accord. Après cela, il y a certainement les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est ça? C'est cela, oui. En novembre. Oui. Ça commence en novembre. Il y a 2 matchs d'ouverture en novembre et ça se poursuivra en 2024.
D'accord. Donc, avec, bien entendu, c'est des groupes de 6, beaucoup de matchs à jouer. Et donc, c'est le premier de chaque groupe qui va se qualifier donc, pour les playoffs. Avant cela, il y a la CAN de Côte d'Ivoire. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, mais visiblement, avec le standing qu'on a aujourd'hui, on y va pour un doublé, non? Oui, bon, je pense qu'aujourd'hui, on s'est battu pour arriver à ce niveau. Et donc, ce n'est pas pour après redescendre. On va se battre pour conserver notre trophée. On sait qu'on sera très attendu. Et on sait aussi qu'on va vers peut-être la CAN la plus ouverte de l'histoire. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 10 à 12 équipes qui ont un niveau qui leur permet d'aspirer à gagner ce trophée. Et tout le monde voudra bien entendu nous l'arracher. Mais nous avons le potentiel. Et surtout, je pense que nous garderons la motivation pour pouvoir ramener ce trophée. D'accord. Je le dis souvent, on a tellement attendu qu'on mériterait de gagner 2 ou 3 fois encore ce trophée-là avant de le laisser partir ailleurs. Absolument. Alors, la CAN 2027, la candidature est actée, c'est ça? Oui, bon, c'est une première étape préparatoire, c'est-à-dire c'est une étape de pré-validation des candidatures. Ça a été fait. Il y a une mission d'experts de la CAF qui est venue ici avec des experts indépendants, qui est allée aussi dans les autres pays qui postulent à organiser. Après, ces rapports seront déposés au niveau du comité exécutif de la CAF qui va prendre la décision pour 2027. Mais d'abord pour 2025, où on n'est pas candidat. C'est normalement l'Algérie et le Maroc qui sont candidats. L'Algérie aussi a postulé pour 2027 avec d'autres pays d'Afrique de l'Est, un groupe de 3 pays, Ouganda, Kenya et Tanzanie, et aussi le Botswana, le Bénin et le Nigeria a postulé aussi pour 2025. Mais tout ce qui compte aujourd'hui, c'est que notre dossier soit accepté parce qu'effectivement, nous avons accusé du retard pour se positionner, mais nous avons pu rattraper ce retard. Nous avons, à mon avis, un dossier solide. Nous allons nous battre parce que nous avons des atouts pour faire passer cette candidature. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir commencer à postuler. Parce que depuis 1992, le Sénégal n'a pas organisé. Oui. Avec tous les acquis, tous les progrès que nous avons faits, organiser à nouveau a un double avantage. Ça nous fait renouer avec les grands événements. Les grands pays de football doivent pouvoir accueillir de grands événements, mais surtout booster la construction d'infrastructures sportives, hôtelières, routières ou autres pour avoir un impact en termes d'héritage sur le développement du pays. Donc, si c'est pas pour, à mon avis, si ça ne passe pas pour 2027, on ne se prendra pas la tête. On se battra pour la CAN suivante, étant entendu que depuis 2002, notre zone UFOA n'a jamais organisé de CAN, ce qui est quand même un anachronisme. Depuis Mali, quoi. Oui, voilà, parce que la zone UFOA est quand même, à mon avis, surtout plus largement la zone ouest, est la locomotive du football africain sur le plan sportif. Et nous sommes les parents pauvres en termes d'infrastructure et en termes d'organisation de compétition. Ce qui n'est pas normal. Pour le moment, c'est la finale de la Coupe du Sénégal qui se joue tout à l'heure à 17h, Jaraaf, Stade de Mbour. On y revient pour peut-être un dernier message. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public sénégalais? Je leur demande donc de venir massivement assister à cette belle fête. Je sais que les deux camps, les deux équipes qui jouent vont se mobiliser parce que chacune d'elles dit qu'elle va amener 10 000 supporters. C'est important. D'autres qui n'appartiennent pas à ces clubs vont venir. Les passionnés de football aussi. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on a beaucoup de demandes. On est même étonné pour une finale de Coupe du Sénégal. On aimerait avoir un stade archi-com où on fêtera le football, on fêtera ses acteurs, on fêtera ces anciens qui nous ont valu tellement de gloire. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'internationaux, mais il nous faut mettre en exergue ce qui constitue les légendes de ce football-là. Et on va commencer par une première étape en remettant des distinctions à des valeureux footballeurs d'Asmara, donc 68, c'est bien ça, et aussi de Caire 86. Et on va continuer comme cela, parce que je pense qu'il est important qu'on leur rende hommage au moment où on commence à gagner. Ne pas oublier que certains joueurs de classe mondiale, qui n'ont pas eu les mêmes chances que les joueurs actuels, certains dirigeants de classe mondiale ils ont balisé le chemin. C'est le moment de les rendre hommage. On parle des footballeurs, mais il faudra ne pas oublier les dirigeants
certains sont encore vivants, d'autres ne sont plus là. Mais c'est eux qui ont creusé le sillon pour qu'on arrive à ces résultats. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est important de leur rendre hommage. Et je voudrais simplement dire aux gens que le Manko Wouti Ndamli est encore vivant. À travers ce match, on doit pouvoir le montrer afin de pouvoir nous mobiliser pour les séances futures. Et surtout pas de violence. Hein? Et surtout pas de violence, c'est le mot clé. Beaucoup de fair play. On est là pour communion, c'est la fête. Profitons-en en toute sportivité et à la fin que tout le monde se félicite et que ce soit le football et le Sénégal qui gagnent. Merci beaucoup, Maître, d'être venu à cette émission spécialement dédiée donc à cet événement du dimanche, la finale de la Coupe du Sénégal, dotée du trophée du président de la République Macky Sall. Jaraaf Stade de Mbour, c'est tout à l'heure à 17h. Nos équipes sont déjà sur place. Rendez-vous donc ici sur les antennes de la RTS. Merci, à dimanche prochain.